BBN. Jeff Morancy avec vous pour cette édition du 4 mai 2020. Vous êtes au www versus... Non, c'est pas vrai. Je savais que j'allais me tromper. Hey, vous êtes au www.bbnmedia.com et je vous souhaite la bienvenue. Ce soir, vous marquez à votre façon l'histoire de notre station de radio puisque c'est le premier show live de BBN Media. Alors, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues et j'enchaîne sans plus tarder, puis je veux pas m'attarder sur toute la technique de tout ça parce que on a quand même beaucoup de contenu à vous offrir ce soir. Donc, si je regarde le line-up des sujets que je veux aborder avec vous dans le podcast édition du 4 mai 2020, Dagrosa et Varela qui veulent devenir aussi forts que City Footy Group. Donc ça va être à surveiller de près. Je suis pas sûr que c'est bon. Je veux qu'on se parle de dans l'édito, dans la revue Québec Soccer de George Schwartz, la FIFA et l'UEFA qui sont riches et doivent donc aider la planète soccer. Je vais vous revenir sur la déclaration intégrale de tout ça. Le Barça qui ferme son académie au Canada, ses académies, je devrais plutôt dire. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Je veux qu'on revienne également sur le transfert des joueurs au niveau de la MLS. On parle de plus en plus d'attirer des joueurs vedettes. On parle il y a plein de rumeurs présentement pour attirer des joueurs, attirer du talent ici sur le continent américain, que ce soit des Gareth Bale ou peu importe. Il y a beaucoup de joueurs qui font présentement l'objet de énormément de spéculations. Alors moi, je veux qu'on s'en parle de toutes ces rumeurs-là. Et je suis en train de changer d'avis. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard dans l'édition de votre podcast BBN d'aujourd'hui, et la Liga MX qui espère une reprise de ses activités en juillet. Mais ça aussi, ça va être le fun. Ça aussi, ça va être trippant. Donc, on va suivre ça pour vous. Ça commence à ressembler à quelque chose. La MLS qui reprenait aujourd'hui ses entraînements... On peut le dire comme ça, là, mais c'était très, très, très surveillé. Bref, on va regarder tout ça et pour lancer le podcast d'aujourd'hui, je veux qu'on revienne sur Jean-Michel Aulas, le président de l'OL qui pousse, qui travaille fort pour que la Ligue de football professionnel revienne sur sa décision. On sait que la Ligue a annoncé un peu plus tôt qu'elle avait choisi de mettre un terme au championnat. Et Jean-Michel, ça y rentre pas dans la tête. On a de la misère, Jean-Mich. Mais non, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Michel Aulas, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Là. Faut passer à autre chose. L'OL qui est 7e. Et Jean-Michel dit c'est une erreur politique du gouvernement, c'est une erreur démocratique des instances sportives. Et lui clame haut et fort qu'il est jamais trop tard pour revenir sur la décision qu'a pris la Ligue de football professionnel et d'essayer de changer tout ça. Il a dit, et là je le cite, c'est ma source RMC Sport, j'appelle à ce qu'on reprenne ces décisions lors de l'Assemblée générale de lundi ou celle du 23 mai, a-t-il dit. Ça, c'était à l'équipe. Moi, ce que je vous lis, là, ça vient de chez RMC Sport, mais il a mentionné ça à l'équipe. Donc, c'est quoi le mérite sportif, comme disait l'UEFA? Alors, faut mettre les choses en contexte. Et l'OL a joué 44 matchs depuis le début de la saison. Je dis pas qu'on serait tôt. Tu
au tout début de la saison, tu peux pas canceller comme ça un championnat. Et c'est sûr que là, les équipes de tête, là, vraiment là, ceux qui se battent en haut, peuvent très, très bien et avec toute la légalité remettre les décisions, remettre les choses en perspective. Et je peux comprendre une certaine frustration de la part des dirigeants de ces clubs-là. Mais à un moment donné, on vit dans des conditions présentement qui sont exceptionnelles et ce, à travers tout le globe au complet. Donc, en circonstances exceptionnelles, faut comprendre que il y a des mesures exceptionnelles qui sont prises en ce moment et il faut vivre avec tout ça. Donc, avant de poursuivre, je veux saluer nos auditeurs qui sont là, qui sont live avec nous, vous le savez, ici à BBN Media, dans le podcast BBN, l'émission que vous écoutez présentement en balado-diffusion. Mais elle est offerte également en live et ce soir, donc l'édition du 4 mai 2020, on est en direct pour l'enregistrer et je tiens à saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont là, qui sont bien présents pour suivre le podcast et tout semble correct, tout semble fité. C'est une première pour nous ici ce soir avec la nouvelle web radio bbnmedia.com. Donc on essaie de lancer ça et de mettre ça sur pied en attendant là, la nouvelle plateforme qui s'en vient. J'espérais avoir ça dimanche passé et finalement on a travaillé fort là-dessus, mais il nous reste encore des choses à peaufiner avant de pouvoir vous présenter tout ça, mais on s'en va dans le bon sens et la joie de la technologie présentement, à quel niveau on est rendu, j'ai la chance de pouvoir suivre qu'est-ce qui se passe donc en direct. Alors, je veux saluer nos auditeurs qui sont dans la grande région de Montréal, les auditeurs qui sont également dans la région de Laval. Donc, ça, c'est vraiment bien. Shawinigan, je vous salue. Repentigny, je vous salue. Rivière-du-Loup, Rimouski, bien sûr, c'est mon petit patelin, Chicoutimi-Alma. Je tiens à vous tendre la perche également et vous saluer. Donc là-dessus, je m'arrête pas plus longtemps et je repars ça. Le US Investor Eyes Premier League Club to Kickstart. C'était rendu un show bilingue. Non, c'est pas vrai. Joseph Dagrosa et Hugo Varela veulent créer, et ça, moi, ça fait pas mon affaire. Et là, vous me direz sur Twitter si je suis en train de prendre le champ. Aussi, ma décision, ma réflexion est logique. Mais selon ce qui a été dit à Forbes, Dagrosa veut faire de Capital Football Group un rassemblement ou un portefeuille, en tout cas, d'équipes sportives, si on veut, aussi principal que le fait City Football Group, donc CFG. Et lui, eux autres, ce qu'ils disent, finalement, Joseph Dagrosa et Hugo Varela, pour vous faire une histoire courte, eux autres, ils disent, là, présentement, il y a une pandémie mondiale. On sait qu'il y a des équipes qui vont être en difficulté. On sait que le modèle d'affaires va être à revoir. On sait que nous, on est en mesure de faire de la grosse business par les temps qui courent. Et pour une fraction du prix, donc pour un rabais entre 50 et 70%, on aurait l'opportunité d'acquérir des clubs de soccer à travers la planète. Et sincèrement, moi, ça me fait peur. Vous le savez, il y a un groupe qui est très, très, très puissant qui s'appelle City Football Group, qui est principalement propriétaire de Manchester City.
en Première Ligue. Dagraza, lui, ce qu'il veut finalement, c'est mettre la main sur une équipe de la Première Ligue anglaise pour lancer finalement les plans pour se construire, comme je vous disais, un portefeuille de clubs à travers tout le monde. Et c'est très, très simple leur stratégie, là. Comme je vous disais, eux, ce qu'ils voient, c'est qu'avec la crise présentement, ils s'ouvrent une fenêtre. Ils ouvrent une fenêtre où des clubs en difficulté à travers toute la planète seront disponibles de 50 à 70% en bas de ce qu'ils valent. Et si on regarde en macroéconomie, ben le football à long terme, c'est un placement qui risque d'être excellent. C'est un sport, on s'entend, qui, à travers le globe, continue d'accroître. Donc, l'industrie mondiale du soccer ou du football ben, est présentement en vogue, en croissance. Donc, on n'a pas atteint là, le palier qui fait que ça va se stabiliser. Il y a encore de la croissance à générer. Et lui, il pense finalement que faudrait vraiment ajouter des équipes, donc une équipe de Première Ligue anglaise qui servirait à acheter les bases ou l'ancrage finalement de tout ça. Donc lui, ce qu'il se dit, c'est si on ramasse un club de milieu de peloton, qui a de la misère un peu, on ajoute à ça 3 à 5 clubs satellites, peut-être jusqu'à 10. On greffe des académies à travers l'Asie, à travers l'Afrique, mais également en Amérique du Sud. La stratégie derrière tout ça, ou la réflexion de Dagraza, c'est de dire que les équipes, finalement, en raison de la situation actuelle, ceux qui sont dans le deuxième niveau de la table seront beaucoup plus ouverts à la vente qu'ils l'étaient dans le passé. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'au lieu d'acheter un club de premier plan, de payer bien cher, on va aller chercher un club de milieu de tableau, on va grandir à partir de ça, et ils se le cachent pas. Ce qu'ils veulent, c'est de reproduire le modèle de CFG, qui appartient à Abu Dhabi, mais c'est un investissement de taille, un investissement majeur. Si je regarde à CFJ présentement a une valorisation de 4,8 milliards de dollars. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent, surtout en période de pandémie comme ça. Et ce qu'ils veulent finalement, c'est profiter du momentum. Des fois, on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais eux, clairement, leur désir, c'est de profiter de la pandémie qui passe actuellement pour dire, regarde, c'est le temps de bouger, c'est le temps de faire un move intéressant, un move important pour créer finalement un portefeuille qui est aussi impressionnant que celui de CFG. Et c'est le temps de frapper, ça c'est définitif. Est-ce que c'est bon pour le soccer? Est-ce que c'est bon pour l'ensemble de l'économie et de la façon de faire et de la façon de construire le soccer? Moi j'en doute, parce que éventuellement on va mettre le pouvoir finalement entre les mains de quelques milliardaires du sport qui vont tout simplement tout dérober sur leur passage. Et c'est sûr que l'argent, vous me direz, Jeff, l'argent, c'est pas un gage de succès, c'est vrai, mais quand t'as dans ton portefeuille ton portefeuille de club, Manchester City Women, New York City, Melbourne City Women et d'autres investissements dans différents clubs, ben tu commences à être pas pire bien installé pour mettre en place une certaine convergence finalement énorme et bouger. Puis je dis pas qu'ils vont tout rafler, mais
ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bonnes chances qu'ils se mettent à avoir beaucoup trop de poids dans les décisions qui vont se prendre pour tout ce qui est la gestion du soccer et tout le reste. Donc, il faut faire attention quand on ouvre la porte à des groupes comme ça qui, à un moment donné, vont définitivement, prendre le contrôle et on ouvre la porte au phénomène du voisin gonflable. Donc, on va se ramasser afin que partout sur la planète, on va avoir 3-4 grandes organisations qui vont contrôler à peu près tout ce qui se joue comme soccer à travers la planète. Et ça, je pense que ça va se faire au détriment et des athlètes et du sport. Parce que finalement, lorsqu'il va y avoir une coalition avec 4-5 propriétaires qui vont dire, regarde, finalement, nous autres, c'est ça les règles. Fait que vous jouez pas, mais va chez le voisin, il va te répondre la même chose que moi, on est 5. Fait que le pouvoir qui va être mis dans les mains de ces groupes-là, moi, je suis pas certain. Je suis pas certain que c'est bon à long terme. À court terme, c'est sûr qu'on va entrer beaucoup d'argent dans le système. On va pomper de l'air à une hiérarchie qui va en avoir de besoin parce qu'on se remet d'une crise, d'une pandémie internationale qui, jusque-là, n'avait jamais touché. Du moins, moi, c'est la première fois que je vis une crise aussi importante à travers le globe. Donc, faudra voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Mais moi, si vous me demandez, êtes-vous en accord? Jeff, t'es-tu en accord avec le projet de Joseph Dragoza et de Hugo Varela pour créer un groupe aussi puissant que City Football Group? C'est clair. C'est clair que ma réponse, c'est non. Je n'ai pas intérêt à voir apparaître ce genre de club, ce genre de groupe qui veulent créer des clubs. C'est autre chose. Et là, je vais être bien clair. C'est autre chose si un club décide de faire de l'intégration verticale où on dit, regardez, nous, on est Manchester City, on va s'acheter tout ce qui peut être un peu en bas, mais en ligne droite avec nous. On va les ramasser U4, U5, U6, puis on va les faire graduer dans notre système interne. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça du moment que y a pas trop de barrières à l'entrée et que finalement ce soit pas que les enfants de riches qui puissent aller jouer dans ces groupes-là finalement et que c'est pas l'argent qui devienne l'attrait plus que la performance sportive. J'ai aucun problème avec ça, même que je suis pour ça. Je pense que les clubs doivent faire beaucoup plus de scouting, beaucoup plus jeune âge, avec une intégration beaucoup plus verticale et favoriser finalement ce qu'ils ont chez eux. Si demain matin, on me dit, Jeff, puis je le sais que c'est pas possible de le faire présentement, mais Joey Saputo a on le sait, l'Impact de Montréal. Joey est propriétaire de l'Impact. Donc, il va se mettre la main sur un club de CPL, va mettre la main sur un club USL, va mettre la main sur un club PLSQ et une filiale 3A ou collégiale universitaire. J'ai zéro problème avec ça. Même si présentement, on pourrait pas le faire parce qu'il y a des règles d'accord entre la CPL et la MLS, la USL, comprenez-vous? Ça, on pourrait pas le faire présentement, du moins je penserais pas, là. Gênez-vous pas de me corriger si je me trompe, mais je pense pas que Joey Saputo, même s'il y aurait l'intérêt, pourrait mettre la main sur un club CPL, USL, PLSQ au Québec. Et, mettons, NCAA ou niveau universitaire. Donc, je pense que, sincèrement,
Moi, je trouve que c'est la bonne formule. Si on entre les jeunes de bonne heure, moi, je crois plus en ce développement-là qu'une académie proprement dite, parce que ces jeunes-là vont développer dans une structure qui va quand même être du ressort de l'Impact, qui va quand même être supervisé par l'Impact, par son directeur technique, qui va mettre en place le processus et le plan de développement des joueurs selon le niveau qu'ils sont rendus. Et moi, sincèrement, je suis pas certain que de recruter ou d'aller voir ou d'encadrer des jeunes U4, U5, U6, U7, ce soit la bonne chose. Parce que moi, je pense qu'à cet âge-là, les jeunes, ils doivent s'amuser, doivent jouer, doivent faire une multitude de sports. Donc, ça devient difficile de dire, OK, lui, il a un talent inné, mais on va le prendre puis il va jouer au soccer. Parce que peut-être que plus tard, lui, son intérêt va être autre chose. Peut-être qu'il voudra faire du ski de fond, du lancer du javelot. Il fera bien ce qu'il veut, le jeune. Il va peut-être bien aimer mieux la musique, finalement, que le sport. Mais si on l'encadre trop puis qu'on le force là-dedans, ben on va le perdre à quelque part et on va avoir englouti énormément d'énergie et énormément d'efforts là-dedans. Donc moi, je pense que si on ramasse des équipes U16 à U21 niveau 3A, ben les jeunes qui sont encore là, rendus là, c'est des jeunes, je pense, qui croient vraiment à leur chance et qui espèrent toujours compter sur une ouverture ou une porte du côté professionnel ou du moins peut-être semi-pro. Donc si on va les chercher là, qu'on réussit à les grimper collégial, universitaire, PLSQ, CPL, je pense qu'on a fait la job et qu'au niveau du développement, on va devenir des exemples à suivre à travers la planète. Mais ça, c'est l'opinion personnelle de Jean-François Morancy et tout le monde peut bien en faire ce qu'il en veut. Alors, il faudra voir comment tout ça va se débloquer. Mais moi, je vois pas l'intérêt, premièrement, de mettre la main sur plein de joueurs comme ça si ce n'est que pécunier et financier. Donc, clairement, c'est un placement monétaire et l'intérêt du soccer, il est où là-dedans? Ben, il est peut-être pas là. Donc, ça va se faire au détriment des fans. C'est convaincu. L'autre point que je voulais vous parler, la revue Québec Soccer, qui est premièrement le magazine le fondé en 1977, à l'époque où le soccer avait très très peu, voire aucune présence dans les médias. C'est un média, c'est une revue qui a su s'implanter dans le paysage et prendre sa place. Donc, je lève mon chapeau sincèrement à l'équipe de Québec Soccer, premier magazine de soccer au Québec. Donc, a lancé son dernière édition en avril 2020, le volume 42. Allez lire si c'est pas fait, quebecsoccer.ca, allez consulter tout ça et moi ce qui retient mon attention et je vais essayer de vous revenir sur un segment une fois de temps en temps comme ça, juste pour lancer une flèche, puis faire découvrir aussi la couverture qui se fait du soccer au Québec. Je pense que l'équipe de Québec Soccer fait une excellente job et sont peut-être pas connus et reconnus à leur juste valeur. Donc, on va essayer de soutenir tout ça. Mais en éditorial donc de l'édition de avril 2020, Georges Schwartz, il va d'une déclaration au niveau de l'aide financière, puis je veux pas mettre de mots dans sa bouche, donc je vous lis mot pour mot sa déclaration. La FIFA et l'UEFA sont riches. Elles ont l'obligation de venir en aide aux maillons faibles du football qui risquent de ne pas survivre aux attaques du coronavirus. Donc, est-ce que c'est le rôle de la FIFA? Puis là, je voulais votre point de vue. Puis je le sais que je ne vous l'ai pas demandé avant. Donc, vous me le ferez en commentaire
quand vous partagerez le podcast comme vous le faites si bien. Alors, est-ce que c'est le rôle de la FIFA? Est-ce que c'est le rôle de l'UEFA de financer finalement les pertes qui seront encourues par la pandémie actuelle des choses? Moi, je suis prêt à faire la part des choses et je pense que la FIFA doit être reconnaissante, oui, et redevable également envers les clubs, les formations qui sont associés à son réseau et qui, je peux dire dans l'ensemble, représentent fièrement, que ce soit la FIFA ou l'UEFA. Donc, effectivement, moi je pense qu'il y a un retour peut-être de balancier qui doit se faire. Maintenant, faut comprendre de deux choses l'une, on est présentement dans une pandémie. On est dans un système, dans un écosystème qui est pas facile à vivre présentement, que ce soit, c'est vrai pour le monde du sport, c'est vrai pour le monde de la restauration, c'est vrai pour le monde du divertissement, parler à le gars du Beach Club, Olivier Primo, demandez-y comment il trouve sa business présentement. Lui qui est propriétaire du Beach Club, lui qui est producteur d'événements à grand déploiement, je pense qu'il trouve le temps long présentement. Donc, je pense que tout le monde doit faire face à la crise du mieux possible. Je pense qu'il faut tous se serrer les coudes. Mais est-ce que c'est à la FIFA de régler les problèmes mondiaux de la pandémie? Moi, je pense qu'il y a une limite à l'aide que la FIFA peut offrir pour assurer sa pérennité. Puis vous aurez beau me dire, Jeff, tu comprends pas, là. La FIFA, ils ont de l'argent. Je comprends très bien ce point-là. Je le sais que la FIFA, ils ont de l'argent. Je le sais que c'est des grosses organisations. C'est hyper complexe. C'est un gouvernement en soi. Par contre, j'en reviens à mon principe qu'on est dans une crise internationale presque sans précédent. Et faudra trouver des moyens de traverser cette crise-là en ayant, si c'est possible de le faire, le moins de dommages collatéraux possible. C'est sûr qu'il y a des organisations qui vont en subir les foudres. C'est sûr qu'il y en a qui sont présentement plus fragiles, dans des situations financières, on se le cachera pas, plus fragiles que d'autres. Si je regarde ici la MLS, si je regarde ici la CPL, si je regarde ici la PLSQ, c'est certain que dans ce bassin-là, il y a des organisations qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, qui devront faire des gros efforts pour réussir à se maintenir à flot au retour de cette crise-là et à la relance des activités des ligues, des différentes ligues, des différents circuits à travers le globe. Donc ça, c'est certain que ça sera pas facile. Mais d'un autre point de vue, est-ce que ces équipes-là vont pas, et je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais c'est vrai, encore une fois pour le soccer, c'est vrai dans plusieurs autres sphères d'activité. Est-ce qu'il y en a pas qui vont profiter de cette crise-là pour dire, regarde, nous autres, ça marchait pas, ça marchait tout croche. On a une porte de sortie côté jardin qui est merveilleuse, qui s'appelle le coronavirus. Fait que nous autres, regarde, on en profite. Fini le casse-tête, on met les clés sur la table et on se pousse. C'est de la faute à la COVID. Et ça, c'est pas tous les clubs. La plupart des clubs vont faire quoi? Ils vont déboutonner leur chemise de même, là. Ils vont monter leurs manches,
et ils vont se mettre à travailler encore plus fort qu'ils le faisaient dans le passé. Et ça, c'est peut-être 80% des organisations, mais malheureusement, ce qui va marquer le côté médiatique, le côté sensationnaliste, c'est pas les 80% qui vont survivre, mais c'est les 20% qui vont mourir qu'on va voir et de qui on va parler. Donc ça, ce sera la faute à la FIFA. Et est-ce que la FIFA peut aider ces 20%-là qui vont mourir? Sincèrement, moi je pense que faut pas les aider. C'est plate, mais je pense que dans une décision d'affaires, si vous me dites, Jeff, regarde, là il y a une crise. Toi, t'es au sommet de la pyramide, là. On sait qu'il y a 20% de nos équipes qui vont mourir. Est-ce qu'on les aide ou est-ce que on laisse le statu quo comme ça? Parce que si on les aide, là, le 80% va chialer et c'est normal. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que si il y a 80% des équipes qui vont bien, il y a 20% des équipes qui vont mal, ben le 20% des clubs qui vont mal, il y a une raison pour laquelle ces clubs-là vont mal. Et je parle pas nécessairement d'un club qui fait son entrée dans une ligue. Si je prends l'exemple de la PLSQ où le Celtics faisait son entrée cette année, ben je peux comprendre que cette organisation-là va avoir besoin d'aide pour passer au travers de la crise actuelle. Et je suis capable de dire, faut trouver une solution pour aider ce club-là à tout le moins avoir la chance de faire ses débuts en PLSQ. Comprenez-vous? Tu sais, j'ai une tête sur les épaules, là, puis je suis assez intelligent pour me dire, OK, il faut trouver une solution fiable, viable, pour assurer la pérennité de ce club-là. Si il y a un club de la MLS qui perdrait beaucoup d'argent à toutes les années depuis plusieurs années et que là, ils disent, regarde, on est obligé de fermer les livres parce que la crise de la COVID frappe, t'es établi, là. T'es établi, t'as pas réussi à percer, puis je pense que de ramener ces équipes-là à flot, on va faire juste deux choses. Premièrement, c'est qu'on va mettre un plaster sur un cancer, et deuxièmement, ben on va juste acheter du temps. Parce que ça va finir par finir quand même. Je crois. C'est peut-être pas le cas tout le temps. C'est peut-être pas le cas de chacune des organisations. Il y en a peut-être qui sont en relance présentement, qui ont fait des restructurations financières, administratives, so what. Il y en a peut-être qui espèrent voir la lumière au bout du tunnel. C'est sûr que si, comme je disais, vous mettez à la tête hypothétiquement d'un réseau et de vous dire, Jeff, on aide dessus ces clubs-là, ce 20% de clubs-là qui est dans le trouble, c'est sûr que je vais y aller au cas par cas et analyser chacun des dossiers, chacune des situations. Mais clairement, je vais statuer assez rapidement que des fois, faut juste tourner la page. Des fois, on est dû pour tourner la page et faut le faire. Des fois, faut le faire rapidement, faut le faire abruptement. Et je pense que maintenant, il faut savoir quand tirer la plug. Un autre point que je voulais vous parler dans le podcast d'aujourd'hui, c'est le Barça. Je suis vraiment quand même déçu, je dois vous avouer. Communication officielle du Barça concernant ses projets d'académie au Canada. Le club a le regret d'annoncer que le partenaire organisateur des 5 établissements Barça Académie au Canada, qui est BCN Sports Service Canada, a annoncé ce week-end sa décision de fermer les 5 Barça Academy suite à la propagation du coronavirus dans le monde. Ça faisait 6 ans que les activités étaient en cours. Ça faisait 6 ans
que les jeunes se rencontraient pour aller à l'académie du Barça. C'est des milliers de familles qui ont fait confiance à la méthode du Barça, aux valeurs du Barça, à la structure, à l'ambition aussi. Puis c'est des petits gars, c'est des petites filles qui ont joué au football, qui ont joué au soccer, qui ont appris la philosophie du Barça, qui ont essayé de comprendre le sport, de le jouer techniquement, de le développer, de s'accroître. Et j'ai vraiment de la difficulté avec le fait qu'on ferme comme ça. Pouf, c'est terminé. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de... C'est même pas mis sur la glace temporairement. On ferme les portes. Et ça, sincèrement, j'ai de la misère. J'ai de la misère avec ça parce que il y a, tu sais, au-delà des gens qui ont investi un peu de leur argent dans cette aventure-là du Barça, c'est même pas une question monétaire parce que on s'entend, les gens ont payé pour un service qu'ils ont évalué et ils en ont eu pour leur argent. Donc, tu sais, il y a des gens qui veulent se promener en Lexus, il y en a qui veulent se promener en Hyundai, il y en a qui payent cher pour se promener en BM, il y en a qui payent moins cher pour se promener en Nissan. Mais t'en as pour ton argent. Dans la vie, là, peu importe ce que tu fais, c'est que t'en as pour ton argent. À partir du moment où tu décides de payer, ben tu payes, tu reçois ton service. Ben si ça fait pas ton affaire, tu te retires. Donc si ça fait 6 ans que tu payes puis que tu dis voyons ça valait pas ça, puis là t'es fâché, fallait peut-être là, t'en rendre compte avant. Moi, où ce que j'ai de la difficulté, le jeune qui s'en va à l'académie du Barça, lui dans sa tête, c'est le prochain Lionel Messi. Il est dans la même équipe présentement en rentrant, en mettant le pied à l'académie du Barça. Le jour 1, lui, dans sa tête, il fait partie de l'organisation qui a sous son aile le grand, le prolifique Lionel Messi. Ces jeunes-là fondent des espoirs. Ces jeunes-là fondent des attentes. Et ça, j'ai de la misère avec ça. Au-delà, parce que financièrement parlant, j'ai rien à dire. Puis j'ai vu des tweets passer là que c'était toute une fraude. Puis là, il manque 200 000. Puis ci, puis ça. Mais ce côté-là, moi, je pense que tu peux envoyer ton jeune jouer récréatif chez vous. Tu peux l'envoyer jouer en développement. Tu peux le mettre dans des académies. Tu peux le mettre dans des camps, entre autres pro foot. Tu peux l'envoyer jouer en Angleterre, en Espagne. Tu peux le mettre en sport-études. Bref, tu vas évaluer le panier de services, puis tu vas bien payer pour ce que tu veux. Donc ça, là, moi, personnellement, j'ai aucun problème. Si le Barça dit, regarde, nous autres, on a une académie, on évalue que, vu l'image du club, vu notre notoriété, vu notre pouvoir et notre capacité de formation, ben on évalue que l'académie, c'est 4 fois le prix de toutes les autres. Il y a personne qui te tord un bras pour que tu envoies ton jeune à l'académie du Barça. Si tu décides de l'envoyer à l'académie du Barça, c'est que tu as compris l'explication qu'ils t'ont offert et que tu as accepté qu'au rapport qualité-prix, ton enfant allait se développer à l'académie du Barça. Est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que ça le vaut pas? C'est pas à moi d'en juger. Et mon jeune n'a jamais été à l'académie du Barça, donc je peux même pas vous dire comment ça se passe. Je peux même pas vous dire comment c'est géré. Et ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que les jeunes qui étaient là, et je comprends que les parents soient déçus de la fermeture de l'Académie du Barça, mais, tu sais, rendu là, ils doivent rien à personne. Ils ont offert un service, ils ont mis un prix en dessous, puis il y a du monde qui ont dit, regarde, moi, rapport qualité-prix, j'accepte.
c'est où qu'on signe, voici mon jeune, il s'en va à l'Académie du Barça. Donc ça, là-dessus, est-ce que, je dis pas, il y a une chose par exemple, et j'ai pas l'information. Si les parents ont payé, puis que là, l'Académie est fermée, mais qu'ils ont payé jusqu'à l'an prochain, là, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du jour où on ferme, si on dit, regarde, on vous rembourse pour ce qui a été non utilisé, la portion non utilisée, ben, j'ai aucun problème avec ça. Donc moi, j'en reviens au point que ce qui me tanne, c'est que le jeune qui, lui, veut jouer au soccer, le jeune qui écoute les matchs à la TV, parce qu'à cette heure, ils ont accès à peu près toutes les plateformes. Et contrairement à nous autres, quand on écoutait le Canadien sur les 4 postes, qu'on avait TVA, Radio-Canada, Télé-Québec et... ben, il semble qu'il y en avait un autre. TQS. Ben, tu sais, cette époque-là est révolue. À cette heure, avec les Bean Sports, avec tout ce qui vous est offert, les One Soccers de ce monde, vous avez accès à tous les sports. Promenez-vous dehors. Les jeunes, ils ont tous des gilets de soccer. Et c'est plus le hockey, là, la tendance. Si vous pensez que le hockey est encore à la mode, ça fait un bout que vous n'êtes pas allé dans une cour d'école. Sortez voir les enfants, ils ont tous des gilets de soccer, tous des clubs différents. C'est sûr qu'il y a beaucoup de Lionel Messi, il y a beaucoup de Cristiano Ronaldo, mais dans l'ensemble, on voit énormément de gilets, énormément de clubs. Et ça, ben, le jeune, il se fait une image dans sa tête et il se projette. Donc, le jeune qui rentre à l'Académie du Barça, lui, dans sa tête de petit enfant, il rentre jouer dans la même organisation que Lionel Messi. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est de scier les 2 jambes de ce jeune-là et d'écrapoutir un rêve. Et ça, j'ai de la misère avec ça. Moi, qu'on mette l'Académie sur un hold en disant il y a une pandémie internationale présentement, on sait pas ce qui va se passer, donc on annonce il n'y aura pas d'académie cette année parce que les conditions internationales font en sorte que c'est difficile de rencontrer nos engagements envers les parents, envers le programme, envers l'équipe, envers les jeunes. Ben, je suis en mesure de le comprendre. Puis je suis assez intelligent pour le comprendre en plus. C'est pas le fun, ça? Mais de briser le rêve d'un jeune comme ça en disant, regarde, le Barça, là, ça fait 6 ans qu'on est là. 6 ans qu'on est implanté chez vous. 6 ans qu'on prend vos jeunes, qu'on les développe, mais c'est terminé. À soir, on ferme les livres, on tourne la page. Malheureusement, il n'y en aura plus. Donc, ça, je trouve ça plate. L'autre point que je voulais vous parler, Liga MX espère une reprise en juillet. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Puis là, on arrête d'être négatif parce que là, il me semble que je fais rien que chialer depuis le début de ce show-là. Mais non, ça, c'est positif. C'est signe qu'on s'en va dans le bon sens. Tranquillement, pas vite. Toutes les ligues majeures à travers le globe sont en train d'annoncer finalement une relance ou une reprise de leur activité. C'est sûr que ça se fait selon certaines conditions très strictes, très sévères, très précises, tenant compte de différents aspects. Et c'est sûr que le poids de l'opinion publique qui embarque là-dedans, il y a la sécurité des athlètes, il y a la sécurité des gens. Quand je parle de sécurité, je parle de la santé finalement, et de la protection de la santé des joueurs, des athlètes, des coaching staff, des gens de la technique et même de l'organisation en général. Donc tout ça va se faire dans un processus qui sera très lent et une reprise qui va se faire vraiment, selon moi, sur une pente ascendante, mais la pente, elle va être longue. Comme dirait Horatio, on va aplatir la courbe. Elle montera pas bien vite, mais elle va monter longtemps. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, ce que je veux vous amener aujourd'hui comme point, c'est que là, on voyait la MLS qui allait reprendre ses entraînements finalement, tranquillement pas vite, 4 joueurs à la fois, pas de passe, pas de contact, avec un protocole et un processus qui est strict
qui est clair, qui est précis. Mais au moins, les gars vont avoir l'impression que ça s'en va dans le bon sens. La Liga MX, pardon, qui espère, je vais le dire comme il faut, une reprise en juillet, c'est signe qu'on s'en va dans le bon sens. Donc ça, c'était l'autre point. Et en terminant, mon dernier point, tu sais, on dit dans la vie, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Et je suis en train... Donnez-moi 30 secondes, là. D'habitude, je vous mets des pauses, mais là, le temps que je rôde le système, j'en prendrai pas. Fait que je vais juste prendre une petite gorgée. Question de me rafraîchir un peu. Mais, donc, ce que je disais, c'est que il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Et comme je suis pas si fou que ça m'arrive de changer d'idée. Et au début de la saison, on parlait de joueurs et de l'Impact de Montréal. Est-ce qu'on doit signer un gros joueur? Est-ce qu'on doit pas signer un gros joueur? Et moi, ce que je disais, l'Impact là, doit aller chercher du monde. L'Impact là, sont rendus à un niveau où ils doivent mettre du monde dans le stade Saputo. Donc, faut qu'ils signent un gros nom. Faut qu'ils signent un gros joueur. Faut qu'ils signent un joueur d'impact qui va amener du monde au stade, qui va faire en sorte que monsieur et madame qui ne sont pas axés principalement sur le soccer vont se dire « OK, j'y vais ». Qui vont dire, un touriste qui va être de passage, qui va dire « OK, moi je m'en vais au stade Saputo parce que tel joueur est en action ce soir et je vais aller voir ça ». Donc moi, c'est cette signature-là que je voulais. Et j'écoutais en fin de semaine le live de Gavino et tous ses chums à IMFC Radio. Donc si jamais vous m'écoutez et que vous vivez sur une autre planète, vous savez pas ce qu'est IMFC Radio, allez voir ça, imfcradio.com. Donc Gavino De Falco, Jeff DeSantos, Jérémy Filosa, Arcadio Marcosi, méchante belle gang qui livre là un très bon produit. Et en fin de semaine, Arcadio disait, et là je l'ai résumé grossièrement là, mais tu sais, dans le soccer présentement, puis on parle de beaucoup de joueurs qui veulent s'en venir en MLS. Qui va les signer? Qui va pas les signer? Est-ce que l'Impact va tirer son épingle du jeu? Est-ce qu'on va réussir à aller chercher des gros joueurs? Mais en gros, Arcadio, ce qu'il disait, c'est it's money talk, hein? À un moment donné, là, c'est celui-là qui va avoir l'argent pour attirer un joueur, c'est lui qui va le faire. Mais faudrait pas briser ce que l'Impact est en train de construire, donc se construire de par l'intérieur, de se construire avec des jeunes, de construire une base solide. Et présentement, c'est vraiment ce que l'Impact fait. L'Impact se crée une base solide. Et à la fin, ben, si on veut investir, si on veut amener du monde, ben là, on mettra de l'argent pour ajouter ce petit gravy de plus-là qui va faire en sorte que les gens arrivent. Mais moi, je pense que le succès sur le terrain, sincèrement, va être ce qui va amener le monde au stade. Le succès que va connaître l'Impact de Montréal dans les prochaines années, parce que les dernières années n'ont pas été très, très concluantes, on va se le dire, mais cette année, c'est dommage, la pandémie actuelle, parce que je pense que l'Impact, sincèrement, se dirigeait vers une belle saison. L'Impact se dirigeait vers une bonne saison et on avait, en tout cas, à tout le moins, des raisons de croire que l'Impact s'en allait dans la bonne direction et qu'il prenait les bonnes décisions pour construire finalement autant le branding, autant tout ce qui est marketing, tout était là cette année. L'ajout de Thierry Henry, Maxi qui sort de je sais pas où ce qui était l'année passée, mais on se le cachera pas, ça n'a pas été la saison de Maxi Urruti l'an passé. Donc, on dirait que tout s'alignait cette année pour que l'Impact de Montréal puisse connaître du succès. Malheureusement,
ben la pandémie actuelle aura eu raison de l'Impact de Montréal et de sa volonté à vouloir créer une relation intéressante avec son public. Donc, c'est un rendez-vous manqué cette année pour l'Impact de Montréal, mais j'ai aucun doute qu'ils vont se reprendre. Puis à la reprise des activités, je pense que les gens vont être là, que les gens vont embarquer. Alors ça, c'est le fun. Mais, comme je vous dis, je suis en train de rejoindre Arcadio là-dessus et je suis plus sûr qu'il faut à tout prix signer une grosse vedette pour l'Impact de Montréal. Moi, je pense que je commence à comprendre, puis tu sais, des fois, t'as beau suivre le soccer, t'as beau comprendre le soccer, puis le rouage, puis la technique, puis mais c'est peut-être le fait de vous livrer soir après soir, semaine après semaine des podcasts, puis d'évaluer un peu, puis de regarder ce qui se passe à gauche puis à droite, parce que normalement, je le faisais pas. Et moi, j'étais un gars de sport... comment le décrire, de sport événementiel, comprenez-vous? Donc moi, je vais suivre le football parce que je suis un fan des 49ers, mais en vrai, je vais suivre les 49ers et le Super Bowl, qui est presque une religion, donc je vais être là. La saison de hockey, la Ligue nationale de hockey, j'ai plus aucun intérêt. Canadiens, tant et aussi longtemps qu'ils seront pas capables de mettre un alignement de 5 joueurs sur la glace qui sont capables de jouer au hockey ensemble puis de gagner des matchs, moi, ils m'ont perdu. Là. Ça fait longtemps que j'ai décroché et la surcouverture fait en sorte que présentement, je me retrouve pas dans le produit qu'on offre. J'écoute les finales, j'écoute le match des étoiles, donc je suis un gars de sport événementiel, comprenez-vous? Donc, même si je me désintéresse de plus en plus de la Ligue nationale de hockey, ben, je vais suivre quand même les séries d'après-saison. Je vais suivre le match des étoiles, mais je vais pas être le gars qui va être capable de t'expliquer toutes les transactions qu'il y a eu dans la saison puis les stats des joueurs de toutes les équipes. Je suis pas comme ça. Donc, le soccer, c'est pareil. Je suis l'Impact, j'adore l'Impact, mais je suivais très peu, en dehors de ça, ce qui se passait partout dans le monde. Parce que, pour moi, avec mon trip de sport événementiel, ben j'écoutais la Coupe du Monde, j'écoutais l'Euro, mais... Tu sais, de dire là que je suis soir après soir un club, puis que je connais tous les joueurs de tous les clubs, puis toutes les ligues, puis que je suis les transactions, puis le transfert market, puis zéro pin barre. Je vous compterai pas de mentir, là, c'était tellement pas moi, puis j'ai tellement d'autres choses à faire de plus urgent que ça dans le day-to-day, donc c'était pas dans mon champ d'intérêt. Maintenant que j'anime ce podcast-là, le podcast BBN, et que je vous le livre sur une base régulière, que j'interagis avec vous sur Twitter, que j'ai des discussions, et là-dessus, j'adore la communauté IMFC, la communauté soccer. C'est qu'on a le droit de jaser, et on a le droit de pas être d'accord. Donc, sur Twitter, sans farce, à venir jusqu'à date, je me suis souvent asticoté sur Twitter sur des décisions de clubs, sur des transferts, sur des visions. Mais jamais ça s'est fait dans le manque de respect et jamais ça a fini. Tandis que quand tu parles de hockey, ça finit pour tout le temps en stupidité. Puis... tu sais, on sait bien, toi, c'est rien que Fafan, t'es Fafan des Canadiens. Puis là, si t'es pas Fafan des Canadiens, puis que l'autre a plus d'arguments, mais là, tu deviens un haters. Fait que t'es soit un, soit l'autre, soit un Fafan, soit un haters. Donc, entre les deux, t'as pas trop de marge de manœuvre pour essayer de faire valoir ton argumentaire. Donc ça, j'ai de la misère avec ça. Et ben le fait que c'est ça... La perspective change parce que l'angle change et l'intérêt que je démontre au soccer en général m'amène à changer ma position. Donc, je pense que l'Impact doit vraiment travailler à scouter le plus jeune possible des jeunes joueurs, à recruter des jeunes joueurs
les attirer dans le giron et de reconstruire finalement avec le profit de la vente de ces joueurs-là un peu partout à travers le globe. C'est comme ça que je le vois maintenant, aujourd'hui, en date du 4 mai 2020. Ça sera peut-être plus vrai en 2021 parce que, sans dire que je suis girouette, je suis capable à m'amener de changer d'idée puis de dire, regardez, voici, ça c'était ma position antécédente pour telle raison. Et maintenant, ben j'ai un nouvel alignement parce que il y a des facteurs finalement que j'ai rencontrés qui m'amènent à voir les choses d'une autre façon. Et présentement, c'est ça. Donc, je lève mon chapeau sans face aux boys de IMFC Radio qui font une saprée belle job sans farce. Et vous avez pas idée, des fois, ça peut sembler facile de dire il n'y a rien là, Jeff, tu mets le micro à on, puis tu roules ça pendant 1 heure. Mais il y a un travail incroyable qui se fait derrière tout ça. Et je sais que les gars d'IMFC travaillent très, très fort en pré-prod pour monter finalement et rechercher le contenu qui vous livre toujours. Donc, je vous invite à aller les appuyer et à devenir Patreon de IMFC Radio. Donc, imfcradio.com. Allez les voir, allez les encourager. Ils font une sapristi de belle job. Moi, là-dessus, je tire la plug. C'était notre rendez-vous du lundi. Je vous souhaite une agréable semaine. C'était le premier podcast qui était présenté à BBN Media, donc directement sur notre radio, qui sera en place 24 heures sur 7. 24 heures sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc 24/7 dans les prochaines. On est à mettre là, à monter et à comprendre toute la gymnastique derrière la programmation de tout ça. Faites-vous-en pas, je connais ça un peu. Dans le passé, j'ai déjà eu des stations de web radio, donc c'est juste de se remettre dans le bain, s'assurer que les rotations se fassent bien, que la programmation s'enchaîne, que la clock well fasse du sens. Et ça s'en vient, donc on va l'avoir. Et ça va changer un peu aussi la présentation de tout ça parce que on se fera pas de cachette que le podcast que vous entendez présentement sera offert en rotation dans la grille de programmation. Donc, tu sais, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à l'autre podcast finalement, d'un à l'autre, ça va être le même podcast qui va revenir à quelques occasions. Donc, je veux pas toujours vous dire, tu sais, bon lundi, alors qu'on est mardi, on est mercredi. Et il y a des gens qui vont l'écouter le lundi, mais il y en a qui vont le prendre le mardi, le mercredi. Donc, j'ai quelques ajustements à faire en fonction de tout ça. C'est une habitude à prendre, c'est un petit changement de ma part, mais on va réussir. Et là-dessus, donc, je tiens à vous remercier, fidèles auditeurs qui êtes là avec nous. Et il y en a de partout. Donc, ça fait vraiment mon affaire. Et je suis heureux de voir le rayonnement présentement qu'on réussit à avoir présentement un peu partout. J'ai des auditeurs, si je regarde rapidement comme ça, là, et je vous dis ça vite parce que là, on clore le podcast, mais Santa Clara, Montréal, Rivière-du-Loup, Toronto, Amos, Laval, Saint-Jean-sur-Richelieu, Terrebonne, entre autres, Sushi Ambry, je pourrais même pas vous dire c'est où, mais non, je suis Santa Clara. Donc, tu sais, on a vraiment une belle niche présentement qu'on est en train de construire et ben tout ça, je vous le dois à vous autres. Donc, je prends le temps de vous remercier et là-dessus, ben je vous donne rendez-vous pour un autre podcast et manquez pas du lundi au vendredi. Je vous livre les nouvelles du soccer en 3 minutes. C'est rendu disponible sur iTunes,
sur Spreaker, c'est disponible également sur Spotify, sur à peu près toutes les plateformes que vous utilisez pour écouter vos podcasts préférés. Donc, cherchez ça, les nouvelles du sport en 3 minutes. Vous allez voir ma face là-dessus. Et d'ailleurs, l'édition d'aujourd'hui s'en vient dans quelques secondes. Donc, restez là, bien branchés. Vous êtes à BBN Media. Mon nom est Jean-François Morancy et je suis très heureux d'avoir été avec vous pour ce podcast.